Bonjour et bienvenue dans les coulisses de la science. La Nouvelle-Calédonie possède une faune et une flore uniques au monde. Avec un taux d'endémicité de 80%, la forêt calédonienne est reconnue mondialement par sa diversité et son originalité. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment nos scientifiques tentent de comprendre nos forêts qui sont à la fois simples et complexes afin de répondre aux politiques de gestion et de conservation des forêts. Quel est leur état? Qu'est-ce qui différencie nos forêts des autres forêts du monde? Qu'est-ce qu'une forêt calédonienne? C'est tout de suite sur NCTV. Tout de suite, direction la province Nord, dans la forêt de Waté. Là, nous allons à la rencontre d'une équipe de chercheurs de l'Institut agronomique néo-calédonien et de l'Institut de recherche pour le développement qui ont mis en place un programme de recherche permettant de collecter beaucoup de données afin de comprendre en détail comment fonctionnent nos forêts. Là, on est en train de mettre en place notre dispositif d'étude. En fait, le principe de ça, c'est d'arriver à avoir une organisation bien carrée, une parcelle de 100 mètres sur 100 mètres, parce qu'en fait, c'est le standard international aujourd'hui qui est utilisé à peu près partout dans le monde. Donc ça paraît un travail très technique, mais c'est de délimiter au sein de ce grand massif forestier un carré qui va bien permettre d'analyser toute la diversité, la richesse, la densité, la structuration d'une forêt. Donc c'est comme si on extrayait un petit carré de la forêt dans lequel on prenait toutes nos mesures. Je travaille ici sur les forêts naturelles de la Nouvelle-Calédonie et plus particulièrement dans le cadre de ce projet avec la province Nord pour tenter de répondre à des questions aussi simples mais finalement très complexes. Qu'est-ce qu'une forêt calédonienne et quels sont les enjeux de conservation que l'on peut porter à ces forêts? Je dirais qu'à premier abord, une forêt calédonienne, c'est pas différent d'une forêt tropicale des autres régions du monde, mais ça c'est le premier abord. Dès qu'on commence à creuser un petit peu dans le contenu, dans la composante, dans la structuration, dans l'organisation de ces forêts, on s'aperçoit qu'elles ont certaines particularités qui font à la fois que c'est une richesse biologique pour le territoire, mais c'est aussi une curiosité scientifique qui nous amène à nous interroger sur beaucoup de composantes de cette forêt. Il y a par exemple la richesse floristique, c'est-à-dire les espèces en elles-mêmes, mais les espèces ne sont que le reflet de certaines fonctions, et donc il y a aussi toutes les fonctions que ces forêts doivent réunir pour pouvoir se maintenir et notamment avoir un acte de résilience en cas de perturbation, qu'elle soit anthropique ou naturelle. Ici, on sait qu'il y a des grandes périodes de cyclones, mais il y a aussi des activités humaines, d'origine humaine, qui vont donc amener des interférences dans le fonctionnement naturel de la forêt. Et la forêt a toutes ses capacités justement pour réagir, avec des pas de temps des fois qui dépassent la mémoire de l'homme, mais qui est aussi une garantie pour pouvoir se maintenir sur très long terme. Alors c'est la grosse particularité, disons, de ces forêts calédoniennes. Au départ, au premier abord, on a un peu l'impression que c'est une forêt. Et puis finalement, pour des simples traits, des fois on voit des forêts avec des fougères, d'autres avec des palmiers, d'autres où il n'y a ni l'un ni l'autre. Et puis quand on commence à creuser, nous botanistes, on commence à rencontrer des espèces qui existent à un endroit donné, qui n'existent pas dans l'autre endroit. On a des types de sols différents, des sols ultramafiques sur lesquels il y a des activités minières, des sols volcano-sédimentaires comme là où nous sommes aujourd'hui à Waté. Tout ça vont faire des particularités dans le fonctionnement biologique et qui vont créer une hétérogénéité. De plus, la Calédonie est un petit territoire, mais avec des grands contrastes environnementaux. On a une altitude qui va de 0 à 1600 mètres, on a des pluviométries qui s'étalent entre 500 et 4500 mm d'eau par an, on a des types de sols différents, on a des topographies très abruptes, on a des phases cycloniques. Donc on a beaucoup d'éléments qui vont faire que la Nouvelle-Calédonie va être un environnement extrêmement particulier sur lequel les plantes vont devoir inventer ou trouver des solutions pour réagir à l'ensemble de ces particularités, qu'elles soient environnementales, climatiques, voire anthropiques.
Alors la forêt calédonienne, vous connaissez tous que la Calédonie est un endroit où il y a beaucoup d'espèces endémiques. On est à près de 75% d'espèces endémiques pour plus de 3300 espèces. On dénombre à peu près 1000 espèces d'arbres. Là, pour les 1000 espèces d'arbres, on arrive à peu près à 90% d'espèces endémiques. Donc là, c'est une particularité qui va se jouer au niveau international et continental, parce qu'on va pouvoir comparer la Calédonie simplement en chiffres, et donc comparer le nombre d'espèces que l'on va trouver par rapport à d'autres régions du monde. Mais l'hétérogénéité de la Calédonie se situe aussi du fait que de proche en proche, de point en point, on va trouver presque des forêts qui sont toutes différentes. Par exemple ici sur Ouaté, on va faire des études, on va tomber sur un nombre d'espèces important sur une zone de 1 hectare. Mais si on va faire quelques kilomètres plus loin, on va refaire le même dispositif, on va trouver aussi des espèces totalement différentes de celles qu'on en a trouvées avant. Donc la richesse de la Calédonie, elle ne s'y situe pas vraiment au nombre d'espèces d'arbres à l'hectare. Ici, on travaille sur des parcelles de 1 hectare. On arrive aux alentours de 100 espèces à l'hectare, à peu près. Et pour donner un ordre d'idée, en Amazonie, par exemple, on peut avoir jusqu'à 300 ou 400 espèces d'arbres à l'hectare. Donc on pourrait penser au premier abord que la Calédonie est une zone où la forêt est pauvre, mais c'est une fausse image de la richesse, puisque en fait la richesse de la Calédonie va se situer dans l'hétérogénéité. C'est-à-dire qu'une parcelle de 1 hectare que l'on va faire ici à Ouaté sera totalement différente de celle que l'on fera peut-être 2 km plus loin. Et en fait, c'est dans cette hétérogénéité qu'on appelle la diversité bêta que l'on va trouver toute la richesse de la Calédonie. Alors la difficulté en fait pour étudier vraiment le fonctionnement d'une forêt, c'est qu'il faut déjà avoir des standards de mesure. Nos standards de mesure, à nous, en Calédonie, nous avons calibré sur le standard international qui est de définir des zones de 1 hectare, c'est-à-dire 100 mètres de côté, des carrés de 100 mètres de côté, dans lesquels on va identifier, caractériser l'ensemble des arbres, c'est-à-dire les troncs qui sont supérieurs à 10 cm de diamètre. C'est un standard qui nous permet justement de comparer nos parcelles entre elles, mais également de comparer nos parcelles avec les autres parcelles qui ont été faites dans les autres endroits du monde, ou proches d'ici, puisqu'il y a des parcelles aussi au Fidji qui ont été faites, ou au Vanuatu. Ça nous permet justement de repositionner nos informations mesurées par rapport à celles qui ont été mesurées ailleurs. 46. Donc on mesure tous les arbres qui font plus de 10 cm de diamètre. Donc on mesure leur diamètre et on les étiquette avec un numéro unique, ce qui nous permet en fait de suivre l'arbre au cours du temps. Et ça permettra aussi aux autres équipes de travailler derrière. Donc ils vont lire les numéros sur les arbres et là ils vont faire par exemple l'identification. Ouais. Ok. Et les deux autres à côté, il y a un tamanou. J'ai dû les noter. On collecte le 33 et par contre je mets l'autre en référence sur 33. Là on est en train de mettre les noms sur les plantes, en fait on est en train de les identifier et donc on regarde tous les caractères auxquels on a accès, à savoir le feuillage, le slash, on essaye de regarder des feuilles au sol et on essaye de mettre des noms sur un maximum de plantes. Une feuille simple et une feuille composée. Là, dans les deux cas, c'est une feuille. Donc ça, pour nous, c'est des caractères qui sont super importants. C'est la première chose qu'on va regarder. Et puis après, on va regarder comment elles sont implantées. C'est-à-dire, parfois, les feuilles, elles vont être alternes, comme là. Ça veut dire chacune d'un côté. Il y en a une d'un côté, une de l'autre, une d'un côté, une de l'autre. Et puis, dans certains cas, les feuilles, elles sont opposées. C'est-à-dire que les feuilles opposées, elles vont être insérées sur le rameau, l'une en face de l'autre. Donc ça, c'est pareil. C'est des caractères qui sont importants pour nous et qui vont nous permettre peut-être de réussir à identifier la plante. Donc on regarde ça, on regarde, on fait un petit slash, ça veut dire on va faire une petite entaille dans l'écorce, on va regarder la couleur du bois, et ça va nous donner de l'information. Au slash, on va pouvoir voir aussi s'il y a du latex. Donc dans certains cas, il va y avoir un latex blanc ou jaune qui va couler, et ça nous permet aussi, ça nous donne des informations supplémentaires pour pouvoir essayer d'identifier la plante, parce qu'ici il y a quand même énormément d'espèces, donc c'est pas toujours facile de pouvoir mettre un nom du premier coup sur ce qu'on voit, quoi. Ça va nous permettre dans le travail pour essayer de caractériser un petit peu les forêts, en fonction des espèces qui sont présentes sur les parcelles, on va pouvoir peut-être avoir une idée de l'état dynamique de la forêt. Est-ce que c'est une forêt jeune avec des espèces qui sont en train de recoloniser,
ou est-ce que c'est des forêts plutôt anciennes, avec des espèces qui sont plutôt en place depuis longtemps. Ouais, bon alors là typiquement ça c'est une myrtacée, donc c'est une plante qu'on va être obligé de descendre, ça veut dire qu'on va être obligé de prendre un échantillon. Donc effectivement c'est bien une myrtacée. Peut-être un Piliocalyx. Voilà. Et ben en fait cet échantillon là je vais le ramener au labo parce que là moi aujourd'hui je suis pas capable de mettre un nom dessus parce que c'est un groupe qui est trop important, c'est des espèces qui sont très difficiles à déterminer. Donc en fait je vais ramener ça à l'herbier et en fait l'herbier c'est une grosse collection de références. Dans l'herbier on a énormément d'échantillons de plantes. Je vais aller regarder plusieurs espèces qui ressemblent toutes à ça. Donc je vais comparer et ça va me permettre de pouvoir mettre un nom, probablement, dessus. Ça arrive aussi parfois que pour certaines espèces, on soit obligé de les laisser en indéterminé parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations pour pouvoir les déterminer. Direction à l'Institut de recherche pour le développement à Nouméa. Que font-ils de ces données? Comment ces données sont-elles analysées et à quoi vont-elles servir? Réponse en images. Là, je suis en train de regarder, là pour ce groupe-là, donc ça c'est un Diospyros. Pour ce groupe-là, parmi les caractères qui sont vraiment importants pour nous, ça va être ce qu'on appelle le calice, donc cette espèce de petite cupule là qui soutient le fruit. Selon les espèces, cette petite cupule, elle va soit être velue, donc être recouverte avec des poils qui peuvent être plus ou moins longs, plus ou moins courts. Là, celui-là, il a la particularité d'avoir le calice qui est tronqué, ça veut dire qu'il n'y a pas de dents, il n'y a pas de lobe, c'est un calice qui est assez régulier. Et donc, je sais que cette espèce-là a le même caractère. Mais là, finalement, quand je les regarde, le fruit est plus rond, la feuille n'a pas tout à fait la même texture. Après, les plantes, c'est un petit peu comme les hommes, elles sont variables. Donc, toutes les plantes ne vont pas être exactement pareilles, parce que selon si elles vont pousser au soleil ou sur différents types de sols, elles ne seront pas forcément pareilles. Donc, il ne faut pas regarder un échantillon. Quand on essaye d'identifier une plante, on regarde l'ensemble des échantillons parce qu'on va voir qu'il peut y avoir des variabilités. Donc voilà, je vais regarder cela et puis si ce n'est pas cela, j'irai en chercher un autre pour essayer de voir si je trouve quelque chose qui se rapproche plus de l'espèce que j'ai ramassée. Quand on va avoir mis des noms sur toutes les espèces qu'on a récoltées dans cette parcelle, ça va pouvoir nous permettre aussi de comparer ce qu'on aura trouvé sur cette parcelle-là avec ce qu'on aura trouvé sur les autres parcelles qu'on a fait déjà, qu'on a réalisées en Nouvelle-Calédonie. Parce qu'en fait, les flores, elles sont différentes, c'est aussi ça qui nous intéresse, de pouvoir voir la dissimilarité ou la similarité qu'on va avoir entre les parcelles. Et une des choses aujourd'hui qu'on observe avec le travail qu'on est en train de faire en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'en fait, les forêts, elles sont très diverses. C'est-à-dire qu'en faisant deux parcelles, même à peu de distance, on va trouver des choses qui sont extrêmement différentes. Le travail sur les forêts humides, c'est quelque chose qui a démarré il n'y a pas tellement longtemps. On a beaucoup travaillé, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur les maquis en Nouvelle-Calédonie, mais finalement, il n'y en avait pas tant que ça sur les forêts. Donc aujourd'hui, ce qu'on découvre... on est loin d'avoir compris tout le fonctionnement des forêts humides de Nouvelle-Calédonie. C'est vraiment le but de notre travail aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc par exemple ici, c'est une carotte qu'on a récupérée la dernière fois sur le terrain. Et à partir de cette carotte, on va devoir mesurer la densité de bois, nous donner un indice par exemple de la vitesse de croissance des arbres. Donc en fait, la densité de bois, qu'est-ce que c'est? C'est le volume frais
donc le volume de cette carotte, le volume de bois, divisé par son poids sec. Donc la première étape, c'est de calculer le volume. Donc c'est facile, comme c'est un cylindre, pour calculer le volume, on multiplie le diamètre du cylindre par, en fait, la longueur de la carotte. Et donc cette densité de bois, on va s'en servir comme indicateur de différentes propriétés de l'écologie de l'arbre. Donc par exemple, une densité de bois faible va nous indiquer que l'arbre a plutôt une croissance rapide, alors qu'une densité de bois élevée va nous indiquer que l'arbre a plutôt une croissance lente. Donc après les avoir mesurées, les carottes, on va les emballer dans du papier journal, puis on va les mettre à l'étuve pour les faire sécher, comme je vous ai dit, parce que pour calculer la densité de bois, ce qui nous intéresse, c'est le poids sec. Okay, donc il faut enlever l'eau des carottes. Donc pour ça, on les met pendant 72 heures à une étuve à 60 degrés. Donc ici, on a notre étuve à 60 degrés dont on se sert pour sécher nos échantillons. Donc on a placé nos carottes il y a 3 jours et maintenant on va les récupérer pour aller les peser. Donc, du coup, après avoir mesuré les carottes pour obtenir leur volume et après les avoir séchées à l'étuve, on va les peser pour obtenir la masse de carbone présente dans ces carottes et obtenir ainsi la densité de bois. Elle fait 1,01 g. Ça, on va le diviser par le volume et ça nous donnera la densité. Et donc ce poids, au final, il est lié principalement au carbone. Donc on va pouvoir utiliser aussi cette densité de bois pour calculer les stocks de carbone en fait, présents dans les forêts. Alors j'essaie de mettre en place une méthode qui permet de définir les forêts calédoniennes à large échelle. C'est-à-dire que je travaille sur toute cette zone. Donc ici c'est la province Nord qui est représentée. Et j'essaie, pour travailler à cette large échelle, j'essaie de travailler à partir d'images satellites. C'est-à-dire qu'en rouge ici, vous avez tous mes sites. J'ai 18 qui sont représentés par 18 images satellites. Ici, vous avez Forêt Plate, c'est là où on était la semaine dernière. Donc en fait, moi je vais essayer de caractériser ces forêts à partir d'analyse d'images sat. Les résultats préliminaires que j'ai à ce jour sont, par exemple, on peut dire que les forêts calédoniennes sont denses. J'ai fait des petites comparaisons par rapport à d'autres régions du monde. Donc ici, je représentais l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Australie et la Réunion. Et du coup, on peut voir que par rapport à nos premiers résultats, on a des densités d'arbres à l'hectare qui sont supérieures à 1000, alors qu'en Afrique, on va plutôt être autour de 500 arbres à l'hectare, et en Amérique du Sud, par exemple, plutôt autour de 600. Alors, on parle de résultats préliminaires parce que pour l'instant, on travaille sur un jeu de 6 parcelles et on va en mettre des nouvelles en place. Et au sein de ces 6 parcelles, on a également vu qu'on a une hétérogénéité, c'est-à-dire qu'il y a des parcelles où on a mesuré 800 arbres à l'hectare et d'autres où on en a mesuré 1500. Mais en moyenne, du coup, on est aux alentours de 1000. Un autre résultat préliminaire qui est ressorti de ces analyses de terrain, c'est l'étude de la hauteur de la canopée. Donc ici, on peut voir, vous avez ici les diamètres des arbres et ici la hauteur des arbres. Donc on peut voir sur ce graphique que pour un même diamètre, les arbres en Calédonie vont être plus petits que dans d'autres régions du monde. On sait que en Amérique du Sud, la hauteur moyenne de canopée, donc la hauteur moyenne de la forêt, elle est plutôt autour de 40 mètres. Et qu'en Asie, par exemple, elle est plutôt autour de 60-70 mètres. En Calédonie, pour le moment, on a plutôt mesuré des hauteurs de canopée entre 20 et 25 mètres. Donc on voit qu'on est largement en dessous en termes de hauteur par rapport à d'autres forêts tropicales humides dans le monde. Alors avec nos derniers résultats sur les parcelles de forêt, notamment mises en place en province Nord, on voit qu'on progresse progressivement dans la connaissance et dans la caractérisation des forêts de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, on constate quelque chose de très important, c'est une énorme dissimilarité entre les forêts.
C'est-à-dire que lorsque l'on met des parcelles en forêt, on constate qu'elles sont très différentes les unes des autres si on prend en compte les espèces. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la dissimilarité floristique. C'est-à-dire que les forêts ne sont pas identiques d'une parcelle à l'autre au niveau de la liste des espèces qu'on y trouve. Ça, c'est le premier constat. Et maintenant, en tant que chercheur, on essaye d'expliquer ce constat. Donc, la première des explications qu'on a testées est de savoir si ces différences étaient liées à la distance entre nos parcelles. C'est-à-dire que l'hypothèse que l'on peut poser, c'est que plus les parcelles vont être distantes l'une de l'autre, plus elles devraient être dissimilaires. Donc, elles devraient être différentes les unes des autres. Or, ce que l'on constate, c'est que ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire que deux parcelles situées à quelques centaines ou quelques kilomètres l'une de l'autre sont aussi différentes que des parcelles qui vont être situées à plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres l'une de l'autre. Évidemment, hypothèse que l'on a posée, c'est de considérer que les conditions de l'environnement, donc les principaux paramètres de l'environnement, qui peuvent être la pluviométrie, les pentes, l'altitude, pourraient être un facteur d'explicatif. En posant l'hypothèse que deux parcelles qui ont la même pluviométrie, par exemple, seraient plus proches que deux parcelles qui ont des pluviométries différentes. Donc une parcelle, ou alors deux parcelles en altitude différente, donc une parcelle qui serait située à 300 mètres, aurait une grande différence par rapport à une parcelle située à 1000 mètres d'altitude. Mais par contre, serait très proche des autres parcelles situées à 300 mètres d'altitude. Donc on a testé ces paramètres de l'environnement pour expliquer notre facteur principal qui est la dissimilarité. Et là, en fait, après pas mal d'analyses statistiques, on s'aperçoit que nos indices de diversité, donc qui sont exprimés ici, qui sont la richesse, c'est-à-dire le nombre d'espèces, et les indices de diversité Shannon et Simpson, sont très peu expliqués par les conditions de l'environnement. Ici, on a le substrat, on a l'altitude, on a la pluviométrie et on a les pentes. Et on voit que les seules différences statistiques significatives, ou les plus importantes, on va dire, sont expliquées par la pluviométrie. Mais avec un nombre très faible, puisqu'en réalité, la pluviométrie n'explique jamais plus que 6% de cette dissimilarité que l'on observe. Après avoir éliminé les autres arguments qui étaient les conditions environnementales ou la distance géographique, un des constats sur lequel on essaye de construire notre nouvelle hypothèse, c'est que nous sommes dans des forêts très particulières au niveau du monde, donc notamment la densité. Donc ça veut dire que sur 1 hectare, on a beaucoup de tiges, beaucoup d'arbres. Par contre, l'autre élément que l'on peut constater, c'est que même si on a beaucoup de tiges, par contre on a très peu d'espèces. C'est-à-dire, on va avoir quelques tamanous, des kaoris, des faux hêtres, mais on ne va pas avoir beaucoup d'espèces pour un nombre d'arbres très important. Alors que ces phénomènes-là sont souvent inversés. Si on prend la Guyane française, par exemple, on va avoir beaucoup moins de tiges, mais par contre beaucoup plus d'espèces. Donc on a un rapport qui est très inversé en Nouvelle-Calédonie, avec finalement une faible richesse floristique, donc un faible nombre d'espèces sur 1 hectare de forêt, alors que le nombre d'arbres est très très élevé. Et donc du coup, on se pose la question si finalement il n'y a pas un problème entre guillemets, une difficulté à se disperser en Nouvelle-Calédonie. Ce que l'on constate en fait en Nouvelle-Calédonie, c'est que les plantes normalement doivent se disperser par les animaux, au même taux à peu près que ce que l'on constate en Amazonie. À peu près 75% des plantes de Nouvelle-Calédonie, comme en Amazonie, sont dispersées par les animaux. Or évidemment, la grosse différence entre l'Amazonie et la Nouvelle-Calédonie, c'est la rareté de la faune en Nouvelle-Calédonie. Donc on a très peu d'animaux qui sont capables de disperser les graines de nos arbres, et donc évidemment, franchir une vallée pour une plante sans un animal qui est capable de disperser la graine, c'est extrêmement compliqué. Donc là, aujourd'hui, une graine qui se trouve sur une parcelle, elle est un peu piégée dans cette forêt, donc elle va se multiplier localement, il va y avoir donc beaucoup d'arbres de la même espèce qui vont apparaître sur cette parcelle. Par contre, la chance qu'elle aille sur une autre parcelle va être très faible. Ce qui permet justement d'expliquer l'ensemble des résultats. C'est une des hypothèses qui couvre, disons, l'ensemble des résultats qu'aujourd'hui on a acquis sur les forêts de la province Nord notamment. Donc en fait, nos études, aujourd'hui, elles vont servir à plusieurs points. D'abord, c'est acquérir de la connaissance, simplement pour savoir comment fonctionnent les forêts de la Nouvelle-Calédonie. Mais ce n'est pas juste pour savoir comment elles fonctionnent, c'est aussi pour être en mesure de mieux les gérer. Et aujourd'hui, on est mandaté notamment par la province Nord, les services de l'environnement de la province Nord,
pour essayer de voir quelles sont les grandes caractéristiques des forêts calédoniennes et comment mettre en place les meilleures méthodes, les meilleurs modes de gestion pour leur conservation pour le long terme. En réalité, en fait, pour faire de la bonne conservation dans un territoire comme la province Nord, et aussi en Nouvelle-Calédonie, il faut être en mesure de savoir ce que l'on conserve. Donc on a les schémas les plus classiques, c'est de créer des parcs, des réserves, des aires protégées, ou notamment lorsqu'il y a une exploitation minière ou un autre type d'exploitation, c'est de faire des phénomènes de compensation. C'est-à-dire on va exploiter une zone et on considère qu'on va pouvoir conserver une zone équivalente, similaire. Or aujourd'hui, on a bien vu dans nos résultats, c'est ce qui ressort le premier paramètre, c'est que les forêts sont toutes différentes les unes des autres. Donc faire un parc national dans une région ne permet pas de conserver l'ensemble de la diversité de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'on a bien vu que quelques kilomètres plus loin, les forêts sont très différentes. Faire une compensation d'une zone forestière pour en exploiter une que l'on considère comme équivalente, c'est pas forcément possible d'après nos résultats, puisque nos forêts ne sont pas équivalentes. Et toute la diversité et toute la richesse des forêts calédoniennes est justement inclus dans toute cette hétérogénéité de proche en proche. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cette émission vous aura permis de comprendre qu'il est important d'étudier et de connaître nos forêts pour mieux la préserver. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau magazine des coulisses de la science. À bientôt!